Bonjour à tous et à toutes. Je suis Patrick Marmen, chef d'équipe au Bureau du design de la Ville de Montréal. Ça fait plaisir de vous accueillir. Puis, pour commencer là, directement cette séance d'information, je vais passer la parole à Valérie Poulain, directrice de l'intelligence économique et du rayonnement international, qui est au service du développement économique de la Ville de Montréal, qui est notamment à ce titre le responsable du Bureau du design. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous. Merci à toutes les participantes et les participants d'être présents aujourd'hui pour la séance d'information sur l'appel de projet Développer ensemble une plus forte culture du design, qui est une initiative soutenue par le gouvernement du Québec, que l'on remercie, bien sûr, et la Ville de Montréal dans le cadre de l'entente du développement culturel de Montréal. Comme vous le savez peut-être, la désignation de Montréal à titre de ville de design repose d'abord sur les talents, vos talents, la créativité des personnes, des entreprises et des organisations qui composent tout l'écosystème montréalais du design et de l'architecture. Et donc, tout naturellement, on souhaite faire appel à vous. On souhaite faire appel à cet écosystème pour nous aider à réaliser l'une des actions phares de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. Et ça, c'est le développement d'une plus grande culture de la qualité. Alors, on espère que vous trouverez dans cet appel une occasion de porter des projets qui sont tout aussi importants pour vous, pour vos organisations, pour leur développement et pour nous aider, nous, au niveau municipal, à améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais et plus largement d'améliorer l'attractivité de Montréal. Et pour être aligné avec les objectifs de Montréal 2030, c'est le plan maître pour tous les services de la Ville de Montréal. On souhaite recevoir des propositions qui contribuent à ces objectifs-là, notamment en matière de transition écologique. Les projets qui seront retenus seront annoncés à l'automne 2025 sous la forme d'un programme d'activité. Et ce programme va s'échelonner tout l'été 2026. À l'été 2026, on va avoir comme vous le savez peut-être, c'est un moment important pour la Ville puisque ça va marquer le 20e anniversaire de la désignation Montréal Ville UNESCO Design. Alors, on espère vivement que vous serez intéressés à faire partie de ce programme d'activité, et on a bien hâte de vous lire. Bon webinaire à tous, et je vous passe la parole, Patrick et Jacinthe. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour ce petit message d'introduction. Donc, on en est effectivement rendu à la troisième édition de l'appel à projet Développer ensemble une plus forte culture du design. C'est un appel qui a d'abord été lancé en 2021 là, dans la foulée de l'adoption de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. L'agenda disait essentiellement, il y a trois grands axes de travail qu'on doit faire. Un de ces grands axes est la création d'une plus grande culture de la qualité. C'est via vraiment la méthode de l'appel à projet qu'on a décidé de participer. En 2021, le résultat du premier appel avait été la création de la trousse qualité Design Montréal, là, qui est possible de retrouver accessible sur le site web designmontréal.com/trousse. La trousse cherche à diffuser l'idée que la qualité ça, est pluridimensionnelle, hein, qu'elle rejoint autant des bénéfices environnementaux, économiques, sociaux que culturels. Et cherche aussi à diffuser l'idée que la qualité, ben, c'est le travail de tous et de toutes les personnes impliquées dans un projet et à toutes les étapes là, du projet, de la planification à la conception, à la réalisation, voire même à l'opération du projet et peut-être même aller plus loin à la fin de vie, à la fin de vie d'un objet, d'une place, d'un bâtiment, qui sont des préoccupations de la notion de qualité. En plus de communiquer cette idée très large, là, un peu de la définition de ce qu'on entend par qualité, la trousse, c'est un répertoire de documentation qui illustre l'ensemble de ces dimensions-là pour différents contextes de projet. Donc, on vous invite à aller voir cet outil dont on dispose. Au moment de la deuxième édition, en 2023, on voulait poursuivre le développement de la trousse puis continuer à nourrir, bonifier les outils qui se retrouvaient là. L'idée, c'est que la trousse, c'est pas un site fixe dans le temps, mais c'est appelé avec le temps à toujours s'améliorer puis à se bonifier puis à devenir une référence. Avec le temps, donc, plusieurs outils qui se sont additionnés.
Et aujourd'hui, on en est rendu à la à la troisième édition. Notre objectif est un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus nécessairement dans la construction d'un outil, mais on veut vraiment faire connaître les dimensions de la qualité de la trousse et aussi les ressources qui s'y trouvent, avoir un impact, si on veut, sur le terrain, soit par la réalisation d'activités de médiation ou de sensibilisation là, auprès de différents publics. Donc, c'est un peu sous cette formule-là que la troisième édition de l'appel à projet a été organisée. Et je vais maintenant laisser la parole à Jacinthe Deguire, qui est commissaire au design au sein du bureau, de vous décrire un peu les modalités d'opération de cet appel à projet là, sur comment, quel type de projet de façon plus spécifique, les critères d'admissibilité, mais aussi comment procéder pour déposer des projets puis nous faire des propositions. Jacinthe? Merci. Je vais prendre une petite minute pour partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes sur le site de designmontréal.com. Donc, simplement revenir là, en introduction sur la trousse qualité design Montréal. Donc, pour ceux et celles qui sont moins familières avec la trousse, c'est une nouvelle section de notre site Internet. Donc, dans le menu principal, vous voyez en troisième section la trousse qualité design Montréal. Donc, le but de la troisième édition de l'appel à proposition étant de faire vivre ces thématiques et son contenu, on vous invite à aller consulter la section en premier lieu. Donc, un bref aperçu. Vous arrivez sur la page d'introduction de la trousse qualité et pour ceux et celles qui veulent en connaître davantage, vous avez une petite vidéo promotionnelle où on présente la structure de la trousse et la façon d'y naviguer. Patrick l'a rapidement mentionné, mais la trousse contient 12 grandes notions relatives à la qualité. Les 12 grandes notions sont structurées en 2 sections. Vision qualité et opération qualité. Donc, on vous invite à aller les consulter en vue de préparer vos propositions. Si je retourne sur la page principale de Design Montréal, dirigeons-nous vers l'appel à proposition. Donc, la page principale de l'appel à proposition décrit les modalités de fonctionnement de l'appel et on va les passer ensemble. Je vais vous en faire une lecture que j'espère dynamique avec quelques informations supplémentaires. La façon qu'on va fonctionner, puisqu'on est en webinaire un peu fermé et non interactif, c'est si vous voulez déposer des questions sur la plateforme questions-réponses, si ça fonctionne, je les traiterai à la fin, une à la fois. Sinon, nous les traiterons, les questions post-webinaire et les réponses seront fournies dans la dernière section de la page web qui s'appelle Foire aux questions. Donc, un peu dans la même optique qu'un appel d'offres public, là, où l'ensemble des questions-réponses sont transmises de façon rédactionnelle. Alors voilà, naviguons à travers la page de l'appel. Donc, Patrick vous a fait un peu le contexte. Je vais essayer de grossir un peu l'écran. Donc, Patrick vous a fait un peu le contexte. Là, on se trouve en 2025, donc à la troisième édition de l'appel, et le but est de favoriser l'appropriation des contenus et des outils de la trousse qualité Design Montréal. Donc, ce qu'on dit au niveau des objectifs, on souhaite recevoir des propositions pour le développement, l'animation d'activités de sensibilisation qui s'inscriront dans un programme annuel d'événements qui s'échelonnera entre l'automne 2025 et l'automne 2026. Les activités visées sont par exemple des activités participatives, des circuits, des visites terrain, des charrettes, des panels, des expositions, des rencontres improbables, des tables de discussion thématiques, etc. Et dans le etc., nous aimerions que vous lisiez. Soyez un peu fous, surprenez-nous avec des activités qui vont piquer la curiosité et inciter à la participation. Lorsque possible, donc le deuxième alinéa, les activités doivent être mises en œuvre sur les territoires prioritaires d'intervention de la Ville de Montréal ou les prendre comme cas de figure, donc notamment les quartiers inclusifs et résilients qu'on appelle les KIR. Ce sont des quartiers où les taux de vulnérabilité sont les plus hauts, qu'on essaie d'activer, de remettre sur la map, de valoriser, de faire voir. Les zones d'innovation métropolitaine telles que définies dans le projet de PUM, donc ce sont des territoires industriels en priorité de transformation. Il y en a 4 de cités ici. Le centre-ville, qui est un territoire prioritaire d'intervention aussi, pris en charge en leadership principalement par le service du développement économique. Donc, tout ce qui peut contribuer à activer le centre-ville.
Et puis finalement, ici, en troisième alinéa, on dit que bien que l'objectif principal soit la réalisation d'activités de sensibilisation, celles-ci doivent permettre de produire un livrable à héberger dans la trousse qualité qui contribuera à l'enrichir. Donc, le but ici, c'est pas d'alourdir le travail, mais plutôt de pouvoir rendre compte de ce qui a été fait à travers les activités, que ce soit des captations vidéo, des carousels photos, des circuits cartographiés, des esquisses ou tout autre livrable de format et de contenu variable que l'on peut héberger sur le site Internet pour en garder une trace. Enfin, ce qu'on dit ici dans le dernier alinéa, c'est simplement de vous sensibiliser à certains cadres et postures de la Ville de Montréal, donc en termes d'équité, diversité, inclusion, d'accessibilité universelle, d'approvisionnement responsable et d'événements zéro déchet, sans en faire une analyse exhaustive de l'ensemble de ces documents-là. C'est simplement de prendre en compte ces valeurs dans le développement de vos propositions et des activités. Les publics cibles, donc les publics cibles sont les mêmes que pour la trousse qualité design de Montréal. Donc, on dit que de manière non limitative, on s'adresse aux gestionnaires de projets, promoteurs, promotrices, professionnels et professionnels du milieu du design et de l'architecture, ainsi que les citoyens et citoyennes impliqués dans des processus décisionnels qui concernent la qualité des cadres de vie montréalais. Donc, un peu tout le monde intéressé et sensibilisé à la qualité en design et en architecture. Vos activités peuvent cibler un ou des publics cibles. À vous d'en faire la description dans vos propositions. Au niveau du cadre contractuel, donc on vous informe que l'appel à sensibilisation numéro 3, donc pour le programme d'activité, nous avons 150 000 taxes incluses à répartir. Le budget sera réparti entre plusieurs fournisseurs et nous visons à sélectionner de 2 à 4 propositions. Donc, pour faire un calcul rapide sur les budgets que vous pouvez soumettre, prenez 150 000 et divisez-le par 2 ou par 4. Et voici le spectre de la fourchette dans laquelle nous souhaitons que les propositions se situent. La formule d'approvisionnement est de type contrat de service gré à gré, donc pour les organismes à but non lucratif, entre autres, qui ont l'habitude de travailler avec des contributions financières où ils ont une pleine autonomie de déploiement de leur projet, de leur budget. Ici, on est plutôt dans une formule contrat, donc où le bureau du design va quand même rester impliqué tout au long des étapes d'élaboration des activités à titre de client. Les propositions peuvent être portées par des équipes multidisciplinaires dont le représentant principal ou la représentante principale sera signataire du contrat avec la Ville de Montréal. Et finalement, les propositions peuvent viser une ou plusieurs activités de sensibilisation dans le sens où il peut y avoir une grande activité durant une saison clé ou plusieurs petites activités qui créent un cursus d'activités de plus petite envergure qui se déploie tout au long de l'année. Les propositions ne peuvent inclure des activités de promotion, de vente commerciale ou même des programmes de prix et de bourse. Et une des premières spécificités aussi qui a été inclue dans la foire aux questions, c'est que les activités ne peuvent être de nature autopromotionnelle. Les critères d'admissibilité, on va vous laisser les lire. Ce sont des critères assez standards normatifs pour la Ville de Montréal. Ensuite de ça, pour soumettre une proposition, donc, pour soumettre des propositions, vous devez utiliser le formulaire de dépôt des propositions, qui est un formulaire normalisé du service du développement économique. Il se structure en 4 grandes sections, incluant 2 pages de consentement et d'admissibilité à la fin. Mais en gros, le formulaire se structure autour de renseignements sur la personne répondante, de l'organisme ou de l'entreprise, les renseignements sur l'entreprise ou l'organisme, le téléchargement de votre proposition et le téléchargement des documents obligatoires. Le plus gros morceau, c'est définitivement le téléchargement de votre proposition. Donc, cette proposition-là se structure en 2 volets. On va les regarder ensemble, un document PDF et un tableau Excel standardisé. Mais en soi, le formulaire ne vous surprendra pas. Il est très simple. Il y a quelques champs seulement avec des boutons de téléchargement. Il prendrait environ 30 minutes à remplir. Donc, comment construire vos propositions? Les propositions se construisent en 4 grandes parties, dont les 3 premières forment un seul document PDF et la 4e partie étant le budget. On vous demande d'utiliser un tableau Excel standardisé. La première partie de votre proposition concerne la description de celle-ci. Donc, l'organisme ou l'entreprise soumissionnaire doit démontrer sa compréhension des objectifs de l'appel, 3e édition, et expliquer comment et dans quelle mesure sa proposition y répond. On offre toujours pour chacune des sections les critères d'évaluation qui vont être utilisés par un comité d'analyse pour juger
de l'appréciation de celle-ci. Donc, ici, on parle de valoriser les 12 notions de la trousse qualité. Donc, est-ce que la proposition les valorise, soit les notions de la section vision qualité ou de la section opération qualité? Est-ce qu'elle répond aux objectifs de l'appel? Est-ce qu'elle prévoit une stratégie de communication efficace pour atteindre les publics cibles? Et est-ce qu'elle prévoit un livrable qui pourrait être inclus et hébergé dans la trousse qualité et servir à l'enrichir? La deuxième partie, la description de l'organisme ou de l'entreprise soumissionnaire et des membres de son équipe. Donc ici, on cherche à voir est-ce que l'organisme ou l'entreprise peut démontrer sa capacité à réaliser sa proposition en fournissant son énoncé de vision, ses valeurs et ses secteurs d'activité, des exemples de réalisation antérieure similaires et surtout une stratégie organisationnelle qui est adaptée au projet et qui nous permet d'apprécier sa capacité à atteindre ses objectifs. Donc un organigramme qui identifie les principales ressources et des courtes bibliographies qui nous informent sur les compétences des différentes ressources clés, incluant de façon obligatoire le chargé ou la chargée de projet. Donc ici, les critères d'évaluation sont les suivants. Est-ce que l'organisme ou l'entreprise possède l'expertise requise pour mener à bien sa proposition? Et est-ce que l'équipe affectée au projet est pertinente à l'égard de la méthodologie et des échéanciers qui sont proposés à la troisième section où on arrive? Donc, la troisième section ou partie 3, description de la méthodologie et de l'échéancier. Donc, l'organisme ou l'entreprise va présenter un échéancier et une méthodologie de réalisation efficace qui inclut ses méthodes de développement, de mise en œuvre, d'animation et de réalisation d'un bilan d'activité ou de ses activités, un échéancier détaillé et quelques sites de performance. Ici, c'est seulement pour nous donner des indices de ce que vous souhaitez atteindre. Donc, est-ce qu'on vise un emplacement qui fait partie des territoires prioritaires de la Ville de Montréal? Est-ce qu'on a une cible sur le nombre de participantes pressentis? Est-ce qu'on veut atteindre des pourcentages d'appréciation pour chacune des activités, etc.? Et puis donc, on va utiliser les critères d'évaluation suivants pour apprécier la section 3. Donc, est-ce que la méthodologie semble optimale? Est-ce que l'échéancier semble réaliste? Est-ce que les cibles sont pertinentes et ambitieuses? Et finalement, donc le montage financier, on vous demande d'utiliser un document séparé, donc un tableau Excel, et on va regarder le budget financier en se posant les questions suivantes. Est-ce que le montage financier semble répondre aux besoins de la proposition? Et est-ce que la ventilation financière par étapes semble conforme à l'effort décrit dans la méthodologie et l'échéancier? Et donc, si vous ouvrez, en espérant que vous voyez toujours mon écran qui s'ouvre, c'est un tableau Excel assez simple. Donc, le tableau 1, tout en haut, est une ventilation budgétaire par ressource. Et le tableau 2, une ventilation budgétaire par poste de dépense. Et puis finalement, à vous de voir, de rajouter des colonnes si vous avez plusieurs étapes de réalisation. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre aussi la ventilation des sous par étape. C'est rien de trop exhaustif, c'est juste pour essayer de comparer des budgets similaires d'une équipe à l'autre ou d'une proposition à l'autre. Donc, on vous demande de vous conformer à l'utilisation de ce tableau. Un peu plus bas ici, vous avez des types de dépenses admissibles ou non admissibles. On arrive au processus de sélection. Je vais commencer par la partie centrale. Donc, il y aura un comité de sélection composé de représentants du Bureau du design et du représentant ou de la représentante du ministère de la Culture et des Communications qui finance à 50% l'initiative. Si on retourne tout en haut, la répartition budgétaire. Donc, le processus de répartition vise une diversité d'initiatives à l'attention des publics cibles. Donc, on va essayer d'avoir des initiatives de différents formats qui visent différents contenus, différents publics cibles, donc pour avoir une plus grande diversité d'initiatives. Et enfin, on dit la Ville peut décider de ne pas octroyer la totalité des 150 000 prévus dans le cadre de cet appel si les propositions ne sont pas assez nombreuses ou si elles ne satisfont pas aux critères énoncés. Ou, après l'étape d'entrevue, qu'on verra un peu plus bas, les soumissionnaires sélectionnés peuvent aussi s'entendre pour des variations budgétaires qui permettent de rentrer finalement dans l'enveloppe en faisant des petites adaptations aux propositions. Donc, on se laisse cette flexibilité-là à une deuxième étape d'analyse et d'entrevue. Ce qui nous amène aux étapes de sélection. Donc, le comité va juger de l'admissibilité des propositions, va procéder à l'analyse en utilisant les critères d'évaluation qui sont énoncés. Pour une poignée de propositions jugées les plus souhaitables, nous mènerons des entrevues, donc avec les organismes et les entreprises, très informelles. On communiquera d'avance les questions et les points qu'on souhaite adresser. Nous
nous ferons la sélection définitive et donc les ententes contractuelles. Le tout pour un démarrage à l'automne 2025, donc avec toutes les ententes ficelées, tous les processus de sélection finalisés. En gros, ça complète. Ici, le petit bloc séance d'information. On vous informe donc que le webinaire a été enregistré et qu'il sera retransmis sur la page de l'appel dans les 48 heures suivantes. Et qu'une foire aux questions pourra être animée jusqu'au dépôt des candidatures qui est annoncé pour... je pense qu'il y a une petite erreur ici. On va juste vérifier le deadline. Excusez-moi. Pour le 4 juillet, voilà. Pas d'erreur. Alors, les dépôts des candidatures qui sont attendus pour le 4 juillet. Donc, la retranscription du webinaire sera disponible jusqu'au 4 juillet. Pour la foire aux questions, on vous demande d'écrire à designmontréal.ca. On gérera la boîte courriel et répondra aux questions, encore une fois, dans un délai souhaitable de 48 heures. Et toutes les questions-réponses seront retransmises ici dans la foire aux questions. Alors, ça complète pour la présentation des modalités de fonctionnement de l'appel. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais aller voir si il y a quelques questions-réponses directement dans... OK, il y a quelques questions-réponses. Alors, je vais essayer d'y répondre efficacement. Est-ce que tous les soumissionnaires seront convoqués en entrevue? Uniquement les soumissionnaires qui auront été retenus par le comité de sélection parce qu'ils sont admissibles, parce qu'ils répondent aux priorités, parce qu'ils ont coté au niveau qualitatif, pas ils ont coté, mais ils ont scoré, excusez-moi l'anglicisme, le plus haut. Donc voilà, normalement, on essaie de faire un premier entonnoir puis sélectionner une poignée. Pour ceux qui sont non retenus, par exemple, on essaie de faire un post-mortem écrit assez exhaustif des raisons dans un processus de formation continue ou d'amélioration continue des soumissionnaires. Est-ce que le porteur de projet, l'entreprise qui aura le contrat, doit obligatoirement être issu du milieu du design et de l'architecture? Être issu du milieu du design et de l'architecture, je dirais que c'est l'âge. Le but est d'avoir la compétence de mener à bien la proposition et donc l'activité qui, lui, répond aux 12 dimensions de la qualité en design et en architecture. Alors voilà, si le chargé de projet, la question est l'entreprise qui a le contrat. Si le chargé de projet est un gestionnaire de projet et qu'il s'est constitué d'une équipe multidisciplinaire pour l'aider à mener son activité, alors je dirais qu'il n'y a aucun problème. Quelles sont les dates exactes de la programmation à prévoir? En ligne, on mentionne automne 2025 à l'automne 2026, alors qu'ici, on parle de l'été 2026. Pourrait-on envisager des activités au printemps, à l'automne et à l'hiver également? Oui. L'idée, c'est que normalement, si tout va bien, si les choses avancent rondement, c'est toujours dans la priorité du bureau du design. Il pourrait y avoir une succession de programmes annuels et donc on essaie de se mettre une limite d'un an, donc automne 2025 à automne 2026. Et donc, à l'été 2026, on est quand même en terminaison où on vise à avoir réalisé 75%-ish là, pour que vraiment les activités se soient déployées sur un an. Mais c'est très flexible et en toute transparence aussi, les entrevues servent un peu à ça, à voir, ben, est-ce que finalement on a reçu plein de propositions pour l'hiver 2025, puis ça fait un blocage. Est-ce qu'il y a une façon de répartir pour générer une offre tout au long de l'année? Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter puis développer avec les différents soumissionnaires avec lesquels on est intéressé d'entrer en contrat. Il y a une question supplémentaire qui s'est rajoutée en haut de l'écran. Donc, pour clarifier la question de l'autopromotion, dans un circuit qui complète plusieurs arrêts, doit-on exclure complètement les projets de design, d'urbanisme, d'architecture auxquels nous avons contribué? Là? Juste pour clarifier un peu la notion de l'autopromotion, l'objectif, c'est d'éliminer les projets qui auraient vraiment pour but de réaliser une publication, une visite axée sur tous les projets d'une firme, là, par exemple. Donc, ce n'est pas l'objectif. Ensuite, sur
les détails, est-ce qu'on exclut ou pas un projet? Il faudrait analyser les situations au cas par cas. Dans tous les cas, si par exemple, on donne l'exemple d'une visite de projet, s'il y avait une visite de projet, mais l'ensemble des projets validés devrait être autorisés par nous là, dans le processus de développement de l'activité. Donc, on verrait ces exemples, ces cas-là au cours du processus de développement. Exact. En quelque sorte, il faut que l'activité soit multi-bénéficiaire. On ne peut pas financer en contrat de service, on ne peut pas donner un contrat de service à un professionnel où le bénéfice va être à 100% directement sur lui. Donc, essayer d'ouvrir les perspectives plus largement. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question, est-ce possible de soumettre un projet qui pourrait également bénéficier d'un autre financement? On n'est pas dans une formule contribution financière multipalier de financement. On est vraiment dans un contrat de service. Je vous dirais que la façon de le faire, c'est de vraiment dissocier des phases ou des étapes ou des types d'activités. Nous pourrions rentrer en contrat pour une partie, vous pourriez bénéficier pour la suite ou pour l'amont d'une autre entente avec un gouvernement. Mais on n'est pas ici dans une ventilation de contributions financières sur plusieurs paliers. Donc, je dirais que non, a priori, mais je pourrais vérifier puis reprendre la question. De toute façon, l'ensemble des questions vont être mises sur la foire. Donc, je vous invite dans les quelques jours suivants là, à venir voir une réponse peut-être plus ancrée ou détaillée là, sur cette question-là, qui pose la question du multifinancement. Patrick, tu avais écrit en ce qui concerne les chantiers des activités. Merci dessus, ce qui est mentionné sur le site Internet. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne vois pas d'autres questions pour le moment dans la foire aux questions, donc on peut peut-être laisser quelques secondes ou une minute là, pour toutes les personnes présentes s'il y a d'autres questions qui émergent. Dans Il y tous en les a cas, d'autres. ah oui? Oui, il y en a d'autres. C'est juste qu'il faut cliquer sur le bouton dérouler. Alors, si on a déjà reçu ce financement dans un appel à projet précédent, est-ce qu'on est toujours admissible? Là, on comprend que, par exemple, ce serait le cas où on aurait remis dans les éditions 1 ou 2 un cachet pour développer un outil, soit qui fait maintenant partie de la trousse ou qui même est la trousse. Est-ce qu'on peut redéposer? Oui. Après ça, voilà, une façon selon les mêmes barèmes d'analyse, tels que décrits sur le site, oui, définitivement. On vous invite à le faire. Après, est-ce qu'il est nécessaire de présenter le contenu de la trousse même ou on peut s'y ancrer et présenter du contenu connexe? Définitivement, s'y entrer et présenter du contenu connexe. La trousse, c'est quand même à un niveau de développement qu'on peut encore juger phase 1 ou embryonnaire, dans le sens où le but, c'est toujours de l'enrichir. Il y a plusieurs notions dans les 12 notions de la trousse qui sont très peu documentées. Donc, oui, vous pourriez prendre, par exemple, comme cas de figure, de vouloir développer une activité de sensibilisation sur des aspects de résilience climatique, alors qu'il y a très peu d'outils en ce moment, par exemple, liés à la résilience. Les îlots de chaleur ou peu importe. Je prends un exemple comme ça à froid, là. Mais oui, vous pouvez prendre une thématique et jongler avec la thématique et non nécessairement prendre un outil PDF là, ou un outil existant dans la trousse et le déployer. Donc, il y a vraiment l'option de faire les deux, soit faire connaître un outil existant ou soit sensibiliser à une thématique qui fait partie des 12 notions de la trousse qualité. Donc, c'est assez flexible. Est-ce possible de faire plusieurs soumissions, toutes comme porteur de projet ou certaines comme collaborateurs? Patrick? C'est une très bonne question, là. Je pense qu'on va prendre un peu de temps peut-être, puis on répondra de façon plus formelle dans la foire aux questions. A priori, je dirais que oui, il est possible de faire plusieurs soumissions ou de participer. Là, ceci dit, bon, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est la bonne stratégie? On veut peut-être des propositions structurantes autant pour vous que pour nous. Donc, l'idée, ce n'est pas de multiplier les soumissions non plus. Donc, bref, on ne veut pas nécessairement fermer la porte de façon tranchée, là. Est-ce que nous, on va remettre plusieurs projets à un même fournisseur de services? Il y a toutes sortes de clauses contractuelles qui rentrent en jeu à ce moment-là. Donc, ça devient plus compliqué. Donc, c'est peut-être pas une voie dans laquelle on va se diriger, mais bref, c'est une question sur laquelle on peut être plus nuancé.
Je remarque qu'il y a une petite question qu'on a juste avant qu'on a sauté aussi dans la liste. C'était, non, c'était plus bas. Y a-t-il un avantage à couvrir plus d'une dimension ou stratégie de la trousse? Donc, est-ce que les propositions vont avoir plus de points parce qu'elles sont multidimensionnelles? Non. Une proposition très structurante sur un seul aspect pourrait être valorisée tout comme une proposition qui couvre plusieurs aspects pourrait l'être aussi, là. Donc, chaque projet va être évalué pour son propre mérite à ce niveau-là. Je rajouterais que par nature, je suis portée à penser que les propositions vont être multidimensionnelles parce que, par exemple, si elles veulent traiter d'une thématique de la vision qualité, l'environnement, en faisant, par exemple, une table de conversation sur X, Y, Z ou une table d'idéation ou une charrette, ben là, on touche aux qualités aux notions qui sont plus tactiques de l'opération qualité, par exemple, les processus de conception. Donc, souvent, peut-être que les propositions vont toucher autant le volet vision qu'opération parce qu'on est en présentiel, on se rassemble, on se mobilise et donc on met des processus en place qui parlent souvent de l'opération ou parce qu'on peut faire des visites, par exemple, terrain d'intérieurs patrimoniaux et donc ça touche la culture, mais ça touche aussi santé bien-être. Tu sais, donc, normalement, même dans la façon qu'on construit nos documents ou qu'on présente les notions de la trousse, on utilise un petit boulier là, de couleurs, là, pour ceux qui sont plus familiers, qui parlent de retombées multidimensionnelles de la qualité. Donc, je dirais que tout est possible et que pas probablement les propositions vont être multidimensionnelles. Quel est le juste équilibre attendu entre les propositions visant à faire rayonner la trousse auprès d'un public plus large et celles qui sont spécifiquement conçues pour outiller les professionnels à l'utiliser concrètement dans leur projet? Donc, ici, je comprends que la question, c'est relatif au public cible. Il n'y a pas de pourcentage attendu. Nous, on fait déjà un travail de communication, de sensibilisation de nos collègues à l'interne de la Ville de Montréal depuis plusieurs années, entre autres avec l'utilisation de la boussole ou en faisant percoler le plus possible les dernières publications qu'on a faites, autant en perspective, cahier industriel, aménagement temporaire. On a plus de difficultés, je pense, à atteindre les professionnels en firme privée. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant pour nous. Et on a peut-être un peu plus de difficultés aussi à atteindre un public élargi. Donc, définitivement que ces deux-là, dans leur répartition, sont prioritaires. Mais non, il n'y a pas d'équilibre attendu. Et juste un petit élément complémentaire aussi dans la première partie de la question, là, quand on mentionne visant à faire rayonner la trousse auprès d'un large public. Il y a peut-être une distinction entre faire rayonner la trousse et faire rayonner les outils, les notions qui sont dans la trousse. Là, ce qui nous importe, c'est vraiment d'amener, c'est les notions qui sont à l'intérieur de la trousse là, qu'on veut faire connaître, qu'on veut développer. Le rayonnement de la trousse, c'est un peu accessoire, là, si on veut, aux activités. Alors, peut-être que pour tout de suite, il n'y a plus de questions dans la boîte d'échange. Donc, on peut terminer le webinaire. Vous remercie pour votre présence. Rappelez que le webinaire va être en rediffusion et qu'on va répondre dans les prochains jours à l'ensemble des questions-réponses. Et on continue, pas des questions-réponses, des questions. Et qu'on continue, on ira vérifier la boîte courriel pour les questions supplémentaires. Alors, en espérant recevoir une tonne de propositions diverses et au plaisir de vous rencontrer terrain avec ce nouveau programme d'activité de sensibilisation. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci.